Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Grand Jury de ce lundi 2 novembre 2015. Le parti des Togolais d'Alberto Olimpio a initié une conférence publique samedi dernier à Lomé sur les accords de partenariat économique. Certains participants à cette conférence l'ont trouvé louable et ont même demandé que les autres partis de l'opposition emboîtent le pas à ce parti. Pendant que le président de la République, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, adressait ses félicitations au président réélu de la Côte d'Ivoire, le chargé de la communication de l'ANC, Éric Dupuy, trouve cette situation en Côte d'Ivoire triste. Et puis le vent de la modification des constitutions souffle depuis quelques années sur le continent africain, que ce soit en Afrique du Sud ou bien en Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest ou même du Centre. Les pays ont tous un dénominateur commun: modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. La question qui se pose est: à qui profite cette révision des constitutions? Voilà les sujets auxquels nous allons nous intéresser au cours de cette émission. Et les deux invités du jour sont Pacom Dossé de Émergence Togo. Pacom, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices de la radio et la télévision Espoir 47. Et Loïc Lawson de Flambeau des démocrates. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors, on a appris la nouvelle. Le samedi dernier, le parti des Togolais a organisé une conférence publique pour les jeunes, bref, pour tous les citoyens togolais. Beaucoup de personnes ont pris part à cette conférence, que ce soit les professeurs d'université ou des présidents de partis politiques. Comment trouvez-vous cette initiative, Loïc? Bon, mais disons que venant d'un parti politique au Togo, c'est surprenant parce que c'est la chose qui intéresse le moins nos partis politiques ici au Togo. Maintenant, l'initiative en soi, moi je la trouve assez pertinente et intéressante parce que l'accord de partenariat économique, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet assez intéressant, mais qui n'est pas maîtrisé par nos populations, parfois même par nos politiques. Et j'ai vu au Ghana comment, quand cet accord a été annoncé par l'Union européenne, j'ai vu comment l'État ghanéen s'est battu pour communiquer largement autour, lancer un débat national pratiquement autour pour voir si le Ghana doit adhérer ou pas. Et je crois que le Togo aussi doit le faire parce qu'il faut expliquer la quinquessence, les avantages et les désavantages de cet accord pour nos États et pour le Togo particulièrement. Qu'est-ce que le Togo aura à gagner en réalité dans tout ça et qu'est-ce que le Togo va perdre s'il le signe? C'est ça qu'il faut expliquer. Ne regardons pas, il ne faut pas forcément regarder voir que c'est l'Union européenne ou voir qu'il s'agit et on a des intérêts politiques à tirer. Non, mais au-delà, puisqu'on parle d'un accord de partenariat économique, qu'est-ce qu'on gagne? Et c'est ça qu'il faut expliquer. Et cette décision ne viendra pas seulement des politiques, de ceux qui nous dirigent, non. Il faut lancer le débat sur le plan national, amener tous les acteurs et tous les compartiments, en tout cas du tissu économique, à réagir, à donner leur avis. Et c'est finalement, après tout ça, qu'il faut décider s'il faut que le Togo doit signer ou pas, même si le Togo vit au sein d'une communauté appelée CEDEAO, qu'il faut essayer de voir si le Togo doit adhérer, doit accepter de signer cet accord. Je crois que le parti d'Alberto Olimpio a bien fait en lançant le débat. Et j'aurais aimé que maintenant tous les autres partis, les médias, tout le monde s'en accapare pour en faire un débat national et voir qu'est-ce qu'on aura à tirer là-dedans. Et voilà, Pacom, est-ce que vous pensez que dans les situations actuelles, les autres partis de l'opposition peuvent faire la même chose? Oui, les autres partis peuvent faire la même chose, mais nous constatons qu'à ce jour, et les partis s'accordent seulement à ne parler que de la politique. Alors qu'en réalité, si vous voulez accéder au pouvoir, eh bien, si vous voulez que vous soyez des acteurs de demain, il va falloir que vous maîtrisiez un certain nombre de sujets, notamment l'accord de partenariat économique dont a fait cas et le parti des Togolais de Alberto Olimpio. Donc je crois qu'il est temps pour que nous puissions prendre conscience afin de... C'est-à-dire, il faut que les dirigeants, les chefs de partis politiques, les membres de la société civile, tout le monde soit en mesure
de maîtriser un certain nombre de sujets avant de prétendre gouverner. Vous savez que lorsqu'on parle de l'accord de partenariat économique, peut-être au niveau du gouvernement, on n'en fait qu'à, on fait des débats à ce niveau. Au niveau de l'Assemblée nationale, on fait des débats à ce niveau. Mais au niveau de la population, on ne constate rien du tout. Donc, c'est en cela que je voudrais féliciter une fois encore le Parti des Togolais pour cette initiative. Et je l'encourage à aller de l'avant. Et j'invite également les autres partis à lui emboîter le pas pour que nous, au niveau même des partis politiques, nous ne parlons que de politique, mais il faut que nous parlions aussi d'autres choses, parce que quand on veut faire la politique, on ne s'arrête pas seulement au plan politique, mais la politique comprend tout, y compris le social, l'économie et le culturel. Et voilà, on se souvient que Alberto Olympio initie des formations depuis un certain temps. Est-ce à dire qu'il est bien parti pour être positionné dans les prochaines élections à venir, Loïc? Oh bon, je ne sais pas déjà combien de formations Alberto Olympio a eu à organiser, quel était le thème et de quoi il s'agit. Là, c'est le thème qui m'intéresse. Le thème, je crois qu'il est d'enjeu un peu national. Tout le monde doit s'y intéresser. Je crois que c'est pour ça, moi, j'ai salué l'initiative en demandant d'abord au gouvernement lui-même de prendre à bas le corps le sujet. Maintenant, quitte à conclure tout de suite que c'est à travers ça que le parti va s'imposer sur le chiquier politique, c'est trop aller vite en besoin, je n'y crois pas. Et ça, c'est notre débat, parce que quand tu connais la géopolitique togolaise, quand tu connais comment le terrain politique est occupé au Togo, par qui et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'occuper, je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est cela qui va amener le parti des Togolais, qui à ce jour n'a participé à aucune élection, il faut le dire, au Togo, et à pouvoir s'imposer, parce que le premier baromètre, c'est de participer à une élection, et quand tu participes, on voit ton score. À ce jour, il n'a participé à aucune élection, donc c'est très vite allé en besoin que de dire que le parti des Togolais peut, à travers une conférence pareille, tout de suite s'imposer sur le plan national. Et voilà, nous abordons le volet politique dans cette émission. Nous allons d'abord en Côte d'Ivoire. Nous savons tous, depuis la semaine dernière, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. Et là, lorsque le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, le félicitait, le chargé de la communication de l'ANC, Éric Dupuy, trouve la situation triste. Par contre, cette situation est vraiment triste. J'aurais voulu revenir sur ce que le parti des Togolais a fait par rapport à l'intervention de mon frère Loïc. Ok, allez-y dans quelques secondes. Moi, je dirais que, au fait, tout parti politique, tous les partis politiques veulent accéder au pouvoir. Donc, en ce sens, lorsqu'un parti politique initie un projet ou une formation, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il le fait. Parce qu'aucun parti politique ne peut jamais entreprendre une démarche sans arrière-pensée, sans avoir une vision donnée. Donc, lorsque nous disons qu'au plan politique, au plan national, donc, et il y a ce qu'on appelle populisme, c'est-à-dire que si vous voyez un peu la façon dont les partis émergent, si vous ne passez pas par l'entremise du populisme, il vous serait difficile d'émerger, surtout dans la mentalité togolaise. Maintenant, à un moment donné, il faut changer de stratégie, il faut faire comprendre aux gens que il faut le pragmatisme, il faut aller au réel, il faut aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir que les jeunes vont plutôt préférer ceux qui offrent des perspectives pragmatiques, ceux qui offrent des choses palpables.
et non basé sur le populisme. C'est en cela que je voudrais donc dire que ce que le Parti des Togolais a fait, c'est une initiative noble et qu'il faille inviter les autres partis de l'opposition à lui emboîter le pas. Et revenons à notre question, maintenant, la situation en Côte d'Ivoire. Au niveau de la situation de la Côte d'Ivoire, j'estime que les élections pratiquement en Afrique sont ce qu'elles sont. Je l'avais dit entre-temps que un chef d'État, un président de la République, et surtout qui a fait un mandat, n'aime pas organiser les élections pour les perdre, surtout en Afrique. C'est ce qu'on a constaté en Côte d'Ivoire parce que même si d'aucuns estiment que c'est parce que les partis de l'opposition ont désisté et c'est la conséquence directe de la réussite du président Alassane Ouattara, moi j'estime pour ma part que je me pose la question suivante. Pourquoi les leaders de l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire ont désisté au dernier moment? C'est parce que justement, ils ont constaté des irrégularités qu'on ne veut pas corriger. Des irrégularités qui sont évidemment à l'avantage d'Alassane Ouattara. Donc, si vous voyez pratiquement ce qui se passe dans toute l'Afrique, vous allez voir que ce ne sont que des copies-collées. Loïc, est-ce qu'on peut dire que les conditions dans lesquelles les élections sont organisées en Côte d'Ivoire récemment ne sont pas démocratiques, puisque certaines disent que Laurent Gbagbo, en ce moment, est en prison pendant que Ouattara est réélu pour un nouveau mandat? Non, démocratique, je crois qu'elles le sont. Puisque quand on parle d'une élection démocratique, il y a juste quelques paramètres qu'il faut voir, et c'est à partir de là qu'on conclut que l'élection a été démocratique, parce que les gens sont allés voter librement, parce qu'il y a eu un vote qui a été libre. Et sur ce plan, on ne peut pas dénier que l'élection n'a pas été démocratique. Je crois que c'est pour ça que les partenaires, et en tout cas sous-régionaux ou bien internationaux, que ce soit la CEDEAO, l'Union européenne et les États-Unis, ont salué l'élection. Maintenant, l'autre débat sur lequel moi je suis d'accord, c'est que on a assisté à une comédie aussi électorale, si on peut le dire comme ça. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, ce soit Alassane Ouattara et le grand démocrate, le chouchou des médias internationaux, particulièrement français, qui aujourd'hui organise une élection et la gagne à la soviétique. Et plus de 80%, 83% précisément, je trouve que en 2015, c'est pratiquement incroyable, ça n'existe nulle part. Maintenant, après quelques analyses, on peut comprendre pourquoi ce score est possible. Parce que, et comme disent même une certaine presse en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a participé à une élection et entre le boycott et son élection. Et le boycott, et comme on dit, le boycott a largement gagné l'élection. Parce qu'il faut partir déjà de l'abstention. Et au niveau de la CENI, en tout cas de la Commission électorale indépendante ivoirienne, on nous fait comprendre que on nous parle de 52%. D'autres chiffres, non moins crédibles, parlent à peine de 18% de participation. Et s'il y a 18%, et qu'Alassane Ouattara, on sait, dans le Nord, est parti jusqu'à rafler des voix de 99% dans l'urne, c'est pratiquement incroyable. S'il peut faire 99% aujourd'hui, pourquoi il n'a pas fait en 2010 ? Tout ça reste à poser. Alassane Ouattara est parti à participer à l'élection à laquelle il veut gagner. Il est parti, il a gagné. Il a eu avec lui il faut le dire, pas l'opposition ivoirienne en tant que telle. Le FPI est complètement vidé de sa substance. Afin Guessin est parti cautionner Alassane Ouattara. Il est revenu avec 9%. En temps normal, le FPI ne peut jamais, de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis même le temps de la dictature, le FPI n'a jamais eu 9%. C'est pour dire que quoi, qu'on le veuille ou non,
Alassane Ouattara un vrai adversaire. Son vrai adversaire, ou bien ils sont deux. Il y a eu l'abstention, mais avant l'abstention, il y a eu Laurent Gbagbo. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas arriver aujourd'hui à une réconciliation, où on ne peut pas avoir ce pays décollé sur le plan démocratique tant qu'on aura toujours à garder Gbagbo en position. Cette élection a démontré au monde entier que sans Gbagbo, la réconciliation et même la démocratie ivoirienne manque de vitalité. Et que cet homme, qu'on le veut ou non, la Côte d'Ivoire a besoin de lui pour que la démocratie ivoirienne soit ce qu'elle est. Donc, je crois que Alassane, consciemment, le président Ouattara, consciemment, lui et ses amis savent que ils ont gagné une élection, mais sans savourer une vraie victoire, parce que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne sont pas allés voter. Comme vous partagez cet avis de Loïc, selon lequel il n'y aurait pas vraiment de réconciliation en Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo? Je voudrais préciser que quand on parlait de FPI, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et au dernier moment, le président Laurent Gbagbo, qui est au niveau de la Cour pénale internationale, a sorti un communiqué comme quoi il ne soutient aucun candidat, parce que entre-temps, il y a certains candidats qui essaient de dire aux populations que donc ils ont l'onction du président Laurent Gbagbo, et donc ils veulent donc essayer de rafler son électorat. Et au dernier moment, le communiqué est sorti, et raison pour laquelle vous allez constater effectivement que le FPI, comme l'a dit Loïc, est vidé de sa substance. Maintenant, réconciliation sans Laurent Gbagbo. Réconciliation sans Laurent Gbagbo. Si vous suivez très bien l'actualité de la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que bien que Gbagbo soit à La Haye au niveau de la Cour pénale internationale, son ombre plane toujours sur le pays. Vous allez voir qu'il y a des gens, même à l'approche de cette présidentielle en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui soutiennent la candidature de Laurent Gbagbo, bien qu'il soit à la Cour pénale internationale. Donc, ça voudrait dire en fait que Gbagbo est une personnalité importante qui pèse toujours dans la balance, et qu'il va falloir donc essayer de trouver un compromis pour qu'il puisse s'impliquer lui-même personnellement dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, avant qu'on ne pense à une ouverture, sinon à une réussite de cette réconciliation. Sinon, effectivement, sans Gbagbo, on ne peut pas, en tout cas pour le moment, on ne peut pas parler d'une vraie réconciliation. Quel rôle doit jouer la communauté internationale dans cette situation pour qu'il y ait vraiment la paix en Côte d'Ivoire, spécialement la France? Non, mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, que la situation est alarmante. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la paix. L'élection s'est passée sans grabuge. Oui, il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de violence. L'élection s'est bien passée, il y a eu le calme. Parce que tout simplement, les gens ne se sont pas retrouvés dans cette élection. Parce que tout simplement, la grande partie s'est abstenue. Si c'était que la grande partie qui s'est abstenue et qui est nombreuse était partie voter, son vote a été volé, il y aura grabuge. C'est ce qui s'est passé en 2000, au temps de Gbagbo, parce que Gbagbo dit « j'ai rapporté une élection, il a gagné une élection, on veut coûte que coûte la prendre pour remettre à Ouattara ce qui a été fait au finish ». Donc, il y a eu grabuge, il y a eu escalade de violence. Mais là, en tout cas, tous ceux qui se reconnaissent pas au régime Ouattara et qui ne se reconnaissent pas à cette élection qui semblait être juste une comédie électorale, ne sont pas allés voter. Donc le résultat n'engage pour eux que ceux qui sont allés voter et qui sont pour l'essentiel les pro-Ouattara. Parce que c'est pour ça, quelque part, le score 83% se justifie, parce qu'il n'y a que les pro-Ouattara qui sont allés voter. C'est normal, même s'il a 100%, ça peut encore se comprendre. Maintenant, et je ne pense pas, donc ça a fait que et ceux qui ne se retrouvent pas en ce régime, comme ils ne sont pas allés voter, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Ils se sont calmés juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'écoutez, sans nous, sans notre leader qui est à La Haye,
Vous voyez ce que ça donne comme résultat. Et ils ont eu raison au finish. Ça leur donne raison parce qu'ils ont mis à nu Ouattara et son système. Et pratiquement, je dirais, même les médias internationaux, en tout cas les médias français, qui habituellement dans leur langage, on sait, et quand tu les suis, et soutiennent en réalité Ouattara. 88 pour 83%, tu disais tantôt, ça aurait été au Togo ou dans un autre pays, tu les verras crier au score à la soviétique. Mais là, ils ont trouvé la bonne formule, score écrasant, score ceci, score cela, comme pour faire croire que les Ivoiriens sont allés voter dans leur ensemble. C'est dommage. Et vous n'avez pas surtout répondu à ma question. Que peut faire la communauté internationale dans cette situation? Non, mais la communauté internationale, je l'ai dit déjà au début, elle a déjà avalisé. J'ai dit au début que voilà, il y a la CEDEAO, l'Union européenne, les États-Unis, j'ai suivi. Après les élections, ils ont fait sortir un communiqué pour dire que tout est normal, que les essais bien passés. Donc, eux, ils ont avalisé, c'est leur candidat. Leur candidat est parti, il a gagné, ils ont avalisé l'élection. Et je ne pense pas, qu'est-ce qu'elle peut encore faire? C'est d'amener à la rigueur et de comprendre. Moi, à mon avis, c'est de tirer les conséquences pour dire que c'est vrai que nul n'est indispensable dans un pays ou bien sur cette terre, mais que sans Gbagbo, ou bien sans le vrai FPI, la réconciliation aura encore du chemin en Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage, et la communauté internationale doit avoir le courage de tirer cette conséquence comme il se doit. Comme je vous adresse la même question, que peut faire la communauté internationale pour qu'il y ait vraiment la réconciliation en Côte d'Ivoire? Écoutez, moi je peux dire que sans embâche, que c'est la communauté internationale qui est à l'origine donc de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et non, mais vous connaissez la politique que joue la communauté internationale. Quand on parle de communauté internationale, moi je dis tout le temps que ce qu'on appelle communauté internationale, c'est-à-dire la communauté internationale agit par rapport aux intérêts. Si la communauté internationale ne peut pas trouver des intérêts, son profit, lorsque vous accédez au pouvoir, et vous allez remarquer que si vous faites des efforts, eh bien vous faites des miracles pour accéder au pouvoir en un temps record, vous serez délogé parce que justement la communauté internationale ne trouve pas son compte. Donc quand on parle de communauté internationale, ne pensez pas que c'est des gens qui sont quelque part et qui veulent faire la justice. Non, justement la communauté internationale est synonyme d'intérêt. Si elle n'a pas son intérêt quelque part, elle ne vous cautionne pas. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo a perdu les élections pour que Alassane Ouattara puisse venir? Ça, c'est à fouiller et à comprendre. Donc, quand on parle de communauté internationale, il y a plein de gens qui estiment que c'est des gens qui sont dans une salle et qui veulent prôner véritablement la justice, alors que c'est le contraire. Eux, ils agissent par rapport aux intérêts. Donc, moi, quand on me pose la question de savoir sur la communauté internationale, ça me gêne un peu. Et voilà, nous restons toujours avec vous, Pacome Dossel. Si en 1990, le vent de la démocratie a soufflé en Afrique, nous sommes aujourd'hui en 2015 et en ce moment, c'est le vent de la révision des constitutions. Nous avons vu dans pratiquement beaucoup de pays de l'Afrique du Nord, du centre, de l'Est ou de l'Ouest, il y a toujours cette histoire de révision de constitution. À qui profite réellement cette révision de constitution? Voilà un autre problème. La révision de la Constitution profite à celui qui veut réviser la Constitution. Si je suis au pouvoir et que après mes 2 mandats, je dois quitter, mais je veux coûte que coûte réviser la Constitution, ça voudrait dire que la révision de la Constitution, évidemment, me profite. Si vous voyez ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, et ce qui se passe dans les autres pays, et vous allez constater que, écoutez, vous avez, entre-temps, on vient de parler de la communauté internationale. Et avant
l'élection, le référendum au Congo-Brazzaville. Vous voyez vous avez écouté ce que François Hollande a dit. Alors que c'est des gens qu'on estime, c'est des pays hautement démocratiques. Enfin, c'est ce qu'on leur colle. Des pays, des vieilles démocraties. Il a juste dit que le président avait besoin de voir l'avis du peuple. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais comprenez beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez constater que avec Denis Sassou Nguesso, avec le départ de Denis Sassou Nguesso, l'intérêt de la France est en jeu. Raison. Pourquoi François Hollande, par rapport à certains chefs d'État, il semble être rigoureux, et par rapport à Denis Sassou Nguesso, il est beaucoup plus flexible. Disons qu'il a cautionné ce que Denis Sassou Nguesso a fait. Donc c'est pour dire que, comme je l'avais dit à l'instant, c'est pour renchérir en disant que quand on parle de communauté internationale, en fait, c'est une question d'intérêt. Donc, la révision de la Constitution qui souffre sur l'Afrique aujourd'hui, cela profite véritablement et aux dirigeants africains qui veulent modifier la Constitution et à la communauté internationale qui trouve son intérêt. Loïc, à qui profite cette révision? Bon, le chef d'État africain, comme moi je l'ai écrit cette semaine dans un éditorial, du moins la semaine dernière dans un éditorial, tout chef d'État africain qui veut rester au pouvoir trouve son contournement à lui. Quand on a envie de perpétuer un pouvoir, quand on a envie de ne pas partir, quand on n'a plus envie de partir, on s'arrange pour trouver la bonne formule. Aujourd'hui, la formule à la mode, c'est le référendum. Avant tout, il faut dire que c'est le référendum, comme ceux qui savent le défendre le disent, il est démocratique. C'est les constitutions africaines le permettent. En tout cas, pas seulement africaines, les constitutions normalement permettent à ce qu'en démocratie, quand on veut toucher à un test sacro-saint, qu'on essaye d'avoir l'avis du peuple par lequel ce test a été voté, pour voir est-ce que le peuple est oui ou non d'accord pour qu'on puisse revoir le test. Donc je crois que c'est sur cette branche-là que beaucoup de chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir, c'est cette branche-là qu'ils saisissent très fort et pour dire que ce qu'ils font n'est pas antidémocratique. On est tous d'accord, c'est pas antidémocratique. Maintenant, le problème qui se pose, c'est oui, est-ce que le processus pour arriver à ce référendum, lui, il est démocratique? Est-ce qu'il est transparent? Habituellement, non. On s'arrange pour organiser un référendum et on fait tout pour que le oui, très souvent, qui est du côté de celui qui veut, à l'avantage de celui qui veut changer, que le oui l'emporte. Est-ce qu'on met tous les dispositifs nécessaires pour que la population puisse s'exprimer aussi clairement et simplement? Non. On s'arrange pour organiser un référendum, on s'arrange pour organiser une élection qui te permettra de te perpétuer au pouvoir. C'est ce qui se passe un peu partout, c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui va arriver au Rwanda, c'est ce qui va arriver en RDC, c'est ce qui est arrivé déjà dans plusieurs pays, c'est ce qui a failli arriver au Burkina. Maintenant, d'où la question, est-ce que c'est de dire que la communauté internationale, François Hollande est d'accord, il y a les intérêts de la France? Non. Les intérêts de la France va toujours les préserver. Je ne vois aucun pays au monde refuser de préserver son intérêt. Moi, Loïc, je veux vouloir préserver mon intérêt. Maintenant, c'est l'adversaire en face, c'est celui que tu as en face qui doit être capable de te dire non. Vous voyez, on a voulu faire, mais dites-moi, on a voulu faire un forcing au Burkina Faso, on a soutenu pratiquement Blaise à bras le corps pour que Blaise fasse un référendum. Mais il a fallu que le peuple lui-même dise non. C'est en cela que je dis, c'est pas répond aussi de celui que tu as en face. Le peuple a dit non. Tout récemment, il y a eu encore un coup d'État qui a été avalisé ouvertement par la communauté internationale, que ce soit la CEDEAO ou la France, qui a été avalisé. Mais quand la population a dit non, ils n'ont pas avalé la couleuvre. Ça n'a pas passé. C'est pour dire quelque part qu'on doit conscientiser nos populations. Nos populations doivent sortir, la jeunesse doit être davantage éduquée. La jeunesse doit davantage apprendre. Elle doit davantage lire et comprendre les enjeux, en tout cas de ce monde dans lequel nous sommes, où seul l'intérêt prime, pour essayer de dire stop aux puissances occidentales qui font tout pour préserver leurs avantages. Les Burkinabés nous ont appris la leçon et ça vaut pour toute la jeunesse africaine
que son destin, on peut l'avoir en main quand on le veut. J'ai cité le cas Blaise qui est plus puissant par rapport à certains intérêts. Quand on parle d'intérêts, Blaise, les intérêts de la France qu'il préserve, Sassou Nguesso ne les préserve pas. Blaise a fait beaucoup de choses pour la France. Mais pourtant, quand il voulait faire ce fameux référendum, quand la population burkinabé a dit non, ça a été non. Quand ils ont fait le putsch après, les Burkinabés ont dit non, c'était non. Pourtant, des chefs d'État sont partis là-bas, ils ont fait un semblant de compromis, mais pourtant, les Burkinabés ont dit non. Donc bref, c'est pour te dire, pour revenir à ta question, les référendums, en réalité, ne regardent que ce qui leur organise, ça ne les avantage que ceux qui les organisent, c'est-à-dire les chefs d'État qui sont sortants et qui veulent s'imposer au pouvoir. Maintenant, quitte aux populations de dire non. Voilà comment on peut arriver vraiment à mettre en déroute ces chefs d'État qui font tout pour se pérenniser au pouvoir. Ces chefs d'État qui font tout pour se pérenniser au pouvoir, par contre, est-ce à dire que ces présidents ont peur de ce qui peut leur arriver demain s'ils quittent le pouvoir, vu les conditions dans lesquelles beaucoup d'entre eux arrivent au pouvoir? Non, si nous voulons partir de ce point de vue, moi j'estime que c'est un faux débat. Parce que tu es élu pour quoi? Tu es élu pour servir le peuple. Tu es élu pour redresser la barre. Parce que avant d'arriver, tu criais que... Et donc, les choses ne vont pas bien. À mon arrivée, je vais redresser la barre. Donc, quand tu es arrivé, moi, je souhaiterais qu'on dise, qu'on parle de la gloutonnerie. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'arrive, il va falloir que j'essaie de corriger ce qui est, ce que je trouvais d'anormal. Maintenant, lorsque je dois partir, on va dire que je crains les représailles parce que justement j'avais fait des magouilles. Là, vous n'êtes plus au service vous n'êtes plus au service du peuple. C'est en cela que je dis que quand on parle de peur, parce que les présidents qui s'éternisent ou bien qui veulent s'éterniser au pouvoir, les gens estiment qu'ils ont peur de leur magouille, tout ça. Pourquoi ne pas faire les choses correctement? Pas forcément des magouilles, mais les conditions dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, on peut dire que Ouattara aussi a peut-être peur de cette histoire, vu les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Raison pour laquelle il faut arriver au pouvoir correctement. Si après son départ, si après votre départ, eh bien vous avez peur d'être poursuivi par rapport aux casseroles que vous traînez, il faut s'abstenir d'arriver au pouvoir, puisque nous avons besoin des hommes intelligents, des hommes intègres pour pouvoir diriger l'Afrique. Mais si à un moment donné, les gens viennent au pouvoir parce qu'il faut venir au pouvoir et avant de partir, il faut traîner tellement de casseroles au point qu'on ait peur de quitter, eh bien, il faut s'abstenir d'arriver au pouvoir parce que nous n'avons pas besoin justement de ces hommes-là. Loïc, est-ce que c'est cette peur-là qui empêche les présidents africains aujourd'hui de quitter le pouvoir? Non, le problème, ce n'est pas totalement dans comment on arrive au pouvoir, si c'est ça. Et c'est facilement, il y a des arguments contre ça. Et tout récemment, le cas le plus récent, c'est Kérékou, Mathieu Kérékou du Bénin. Il est arrivé au pouvoir par un putsch, mais il est parti. Il est parti tête haute aujourd'hui. Il a toutes les lettres, tout le monde l'applaudit. On peut parler de Johnny Rawlings. Au Ghana, il est arrivé par un putsch sanglant. Mais pourtant, il est bien parti. Aujourd'hui, tout le monde l'applaudit. Il y a plusieurs autres exemples. Non, le problème ne fait pas forcément la manière dont on arrive, mais comment on a su gérer le pouvoir quand on l'a capté. C'est ça tout le problème. C'est là que ça se passe. Les chefs d'État, beaucoup, quand ils arrivent, ils peuvent pouvoir bien ou mal. Souvent, les chefs d'État africains, souvent, c'est les problèmes qu'on crée. Quand tu arrives et que d'abord tu pilles, ton entourage pille, ou soit au pire, tu prends tout le monde, tu enfermes de gauche à droite, demain tu as peur de partir. Parce que tu te dis, si je pars, j'aurai la monnaie de ma pièce. C'est ça un peu ce qui se passe. Et quand je viens, je tripatue des thèses, je fais des coups d'État constitutionnels. Si je pars demain, ça va me rattraper parce qu'un coup d'État reste un coup d'État. C'est un crime indescriptible, c'est un crime
qu'on n'oublie pas. 50 ans après, on peut te poursuivre pour ça. Donc, c'est ça qui fait que, à mon avis, c'est beaucoup plus pour ça. C'est beaucoup plus sur comment l'après-pouvoir, le pouvoir a été géré et l'après-pouvoir. C'est un peu beaucoup plus ça que l'arrivée. Parce qu'on peut mal arriver et arranger des choses et après on t'applaudit. Il y en a, c'est les cas que je vous ai cités. Maintenant, quand tu arrives, tu piétines les tests, tu peux venir démocratiquement. Je peux encore te citer des gens qui sont arrivés de la plus belle manière, mais ont de la peine à partir, ont voulu faire des forces pour ne pas partir. Pourtant, ce n'est pas qu'ils traînaient les casseroles parce que c'est la gloutonnerie du pouvoir. Ils ne veulent pas partir. Ou le cas de Wade, qui ne voulait pas partir, qui voulait un peu renchérir. Il y a le cas de Tandia, était bien arrivé. Il voulait aussi, coûte que coûte, continuer. Vous voyez? Donc finalement, et le problème, c'est pas comment on est arrivé, mais c'est comment on a géré le pouvoir quand on était arrivé. Et c'est ça qui fait que les gens ne partent pas. Donc tout simplement, quand on vient dans un pays, quand on prend les commandes d'un pays et qu'on respecte tous les tests, qui, en tout cas, les tests du pays, que les institutions travaillent normalement et qu'on respecte le travail qu'ont fait ces institutions, à la fin, on part très bien. Parce que tu as une Cour des comptes qui fait bien son boulot, tu as une justice qui fait bien son boulot, un Parlement qui fait bien son boulot, et que donc tu ne piétines pas dans leur pouvoir. Demain, quand tu finiras ton mandat, tu partiras tranquillement. C'est le cas du Tanzanien, actuellement, qui quitte après 2 mandats dans la tranquillité totale. Voilà un peu, moi, ce que je pense. Mais aussi, de l'autre côté, il faudrait que ceux qui aspirent à venir au pouvoir rassurent ceux qui sont en train de partir. C'est aussi important, parce que quand on est encore de l'opposition et qu'on menace déjà celui de partant, et vous le braquez, il n'a plus envie de partir. C'est pas que nous encourageons, et j'encourage du moins l'impunité en disant oui, bon, il faudrait que la personne parte, même s'il a fait des gaffes. Non, mais plutôt, je dis qu'il faut rassurer aussi le sortant, le faire comprendre qu'on va en tout cas lui donner quelques garanties, et comme ça, nos chefs d'État viendront et partiront tranquillement. Et il faut mettre désormais dans nos constitutions des dispositions assez clés. Genre un peu aux États-Unis où il y a la disposition est claire que quand tu touches à la constitution, ça dit on peut te pendre. En tant que chef d'État, il n'y a que la mort qui t'attend. Rien n'excuse ça. Alors, des trucs comme ça, quand on les mettra dans nos constitutions, je crois que ça va dissuader les uns et les autres à ne pas vouloir toucher aux constitutions. Par contre, dites-moi, la révision constitutionnelle peut présenter un danger pour l'évolution de la démocratie en Afrique? Tout à fait, tout à fait. Et si moi je prends la plupart des constitutions au niveau de l'Afrique, vous savez que le phénomène de révision de constitution est prévu par le législateur. Et vous allez constater que pratiquement la plupart des pays ont mis des verrous pour ne pas être tripatouillés, pour ne pas traficoter les constitutions. Mais lorsque le président arrive, on peut mettre tous les verrous possibles. Même on peut dire que si vous touchez à la constitution, eh bien la sanction c'est la mort. Mais comme le cas de Congo-Brazzaville, mais qu'est-ce que les présidents font? Ils disent, bon, comme c'est le peuple qui a voté, donc je consulte le peuple pour voir ce qu'il va dire, pour voir son avis. Et on soumet la question au référendum. Maintenant, le référendum qui est une élection qu'on a truquée, et donc le peuple vote massivement oui, et on dit, bien que la constitution a été faite de cette manière, le peuple a parlé autrement. Aujourd'hui, le peuple parle autrement, donc il faut changer cette constitution. Donc moi, je ne vois pas les constitutions en Afrique et de l'absence des verrous pouvant permettre le respect de 2 mandats. Après avoir fait les 2 mandats, il faut partir. Il y a des verrous qui sont dans les constitutions. Mais c'est justement après les 2 mandats des chefs d'État, ils trouvent des artifices pour pouvoir changer les constitutions et ils les changent. Donc, parler de modification de constitution en Afrique, ce n'est pas une question de verrou, mais il faut que les gens aient la bonne volonté pour pouvoir faire la démocratie. Si d'ici et là, on remarque que plein de gens, plein de pays, plein de chefs d'État tripatouillent, traficotent les constitutions, c'est véritablement un danger pour la démocratie en Afrique.
on dit que les principes démocratiques, le peuple a voté la Constitution et au bout de 2 mandats, vous devez partir. Mais on a remarqué qu'au bout de 2 mandats, vous voulez pérenniser au pouvoir. C'est un coup fatal à la démocratie africaine. Loïc, en quoi est-ce que la révision de la Constitution constitue un blocage pour la démocratie en Afrique? Oui, mais tout dépend de dans quelles conditions on veut, dans quel intérêt, pour quel objectif on veut réviser la Constitution. On peut la réviser la révision de la Constitution peut être salutaire quand elle est à l'avantage de la population. Par exemple, prenons une Constitution, par exemple, qui exclut certains citoyens qui ne sont pas peut-être de parents à 100% de parents de cette nationalité, d'un de ces pays, et qu'on veut réviser pour dire que, ben voilà, quand tu es togolais, même à 50%, tu as le droit de participer à une élection. Ça, c'est salutaire, parce que si quelqu'un qui est togolais à 50% reste togolais. Et si Barack Obama ne serait pas président américain s'il n'y avait pas des dispositions pareilles dans leur constitution. Donc, il y a des cas un peu pour lesquels on peut s'allier pour dire que ça, les révisions, mais c'est quand la révision vise l'intérêt d'une seule personne, ou vise l'intérêt seulement un groupe de personnes, et non l'intérêt du pays et de la population qui a péril en la demeure, qu'il y a danger, parce qu'une loi n'est jamais, il ne faut jamais faire une loi sur mesure, une loi unipersonnelle. Ça n'existe pas bien, ça a toujours des conséquences. Donc, dans les cas comme ça, où on vote, où on révise parce que pour une seule personne ou pour un petit groupe d'intérêts, il y a péril à la demeure, la démocratie est en danger. Ça constitue un danger pour la démocratie. Mais au cas où c'est pour un ensemble, c'est pour arranger une situation difficile, c'est pour essayer, ouais, là, elle est salutaire. Et tu verras que c'est les constitutions pour lesquelles les populations habituellement sortent pour voter massivement. C'est comme la constitution de 92 au Togo, où massivement les gens sont sortis voter cette constitution parce que c'était une constitution qui faisait du Togo pratiquement, qui relançait la démocratie togolaise parce qu'elle demandait, on avait introduit plein de bonnes choses, plein de bonnes dispositions, et l'élection à 2 tours, la pluralité des candidatures et plein d'autres choses. Ça permettait à la chose d'aller à la limitation de mandat et tout ça. Mais quand une constitution dit moi en 2015 qui saute le verrou de la limitation des mandats, est-ce qu'on me dirait que ça c'est une constitution qui est bonne? Non. Si aujourd'hui on est dans un pays comme le Bénin où on a la limitation de mandat et demain Yaïbouni dit qu'il va sauter ce verrou, vous allez me dire que c'est une bonne chose. C'est juste un exemple que j'ai donné parmi tant d'autres. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Mais dis-moi, le contraire serait une bonne chose. Si le mandat est illimité et qu'on le limite, tu verras que c'est une bonne chose. Tout le monde va applaudir. Voilà un peu, moi je dis, bref, que si la révision est faite pour l'intérêt national, il est à saluer. Là, elle est à saluer. Mais quand c'est ça vise l'intérêt d'une personne et on met ça sur le dos d'une population comme ça vient le faire nos politiques, là, il y a péril dans la demeure, il y a danger pour la démocratie. Justement, dans cette situation de changement de constitution, il y a un spécialiste français qui avait déclaré « la constitution se change ». Et puis, l'ancien premier ministre tchadien, Kassiré Koumakoy, qui avait ajouté « une constitution étant une œuvre humaine, elle est faite pour être adaptée à l'évolution de la société, pas comme ». Bon, écoutez, nous sommes aujourd'hui en 2015. Il y a au niveau de la constitution du Congo-Brazzaville, je m'intéresse toujours à ce pays. Dans la constitution du Congo-Brazzaville, il y a ce qu'on appelle la peine de mort. Et donc, le référendum qu'on a organisé prévoit la suppression de cette peine de mort. Vous pensez que si c'est pour la suppression de cette peine de mort que le référendum a été organisé, vous croyez qu'il y aura des gens qui vont, même au niveau de l'opposition, vous croyez qu'il y aura des gens qui vont se soulever contre cette initiative? Non. C'est parce que justement, ça va dans l'intérêt d'un groupe, d'un clan. C'est pour cela qu'on parle
qu'on parle de la mésaventure africaine. Vous voyez, donc changer les constitutions, ce n'est pas une mauvaise chose en soi si le changement profite à toute la population, si le changement va dans l'intérêt populaire. Mais si le changement va dans l'intérêt d'un groupe d'individus, je pense que c'est extrêmement grave. Donc, quand on parle de changement ou de révision de la Constitution, réviser une Constitution n'est pas une mauvaise chose en soi. Même aux États-Unis, en France, on en fait. On révise les constitutions. Mais dans l'avantage de la population, parce que la Constitution a été confectionnée à un temps donné. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, il faut adapter la Constitution à l'évolution. Maintenant, changer la Constitution parce que je veux rester au pouvoir, c'est là où il y a danger. Loïc, vous avez un mot à placer par rapport à la déclaration de ces deux hommes? Non, de toute façon, non. Je crois que c'est ce qu'on a dit, qu'ils ont dit. Réviser une constitution, ça n'a rien de sorcier, tant que c'est pour le bien du pays et surtout des populations, de la génération future. Et donc, il n'y a rien de mal à ça. Moi, tout ce qu'ils ont dit, vous savez, le problème du droit est très complexe. C'est-à-dire, en droit, autant les gens vont vous donner les pour et les contre. C'est comme quand on veut réviser une constitution, tu vois le débat souvent lancé, les juristes disent oui, c'est possible ou non, c'est pas possible, oui, c'est comment vous appelez ça, il y a l'expression qui m'échappe là, et souvent habituellement, est-ce que ça doit rentrer immédiatement en vigueur ou bien elle devrait tout cela, ça relance le débat. C'est comme moi je me rappelle à l'époque, quand tu prends le cas du Congo, aujourd'hui Denis Sassou Nguesso fait un référendum et c'est automatiquement ça rentre en vigueur. Il y a quelques années, c'était le contraire qu'on nous a fait croire. Donc, vous voyez, donc quand ça arrange les gens, ils trouvent les bonnes formules juridiques pour dire qu'il faut que ça soit rétroactif. Quand ça n'arrange pas les gens, on trouve la bonne formule aussi pour dire que non, c'est pas rétroactif. Donc, bref, vous savez, nous sommes dans un monde assez hypocrite et surtout en politique, tant que tu n'aimes pas la population, tant que c'est que les actions que tu entreprends en politique ne sont pas pour le bien-être de la population, tu fais erreur et tu vas toujours prendre des dispositions ou des actions, tu vas mettre des actions qui ne seront pas bien. Quand on vient en politique, c'est pour changer la situation des gens, c'est pour rendre meilleure la situation des gens et d'un pays. Mais aujourd'hui, et beaucoup plus chez nous en Afrique, on vient en politique pour s'enrichir, pour son propre bien et non pour la population. Et ce qui amène toute cette nouvelle mode, ce que les gens, ce que j'appelle le petit contournement que trouve facilement aujourd'hui le chef d'État, à réviser, à bout de bras, à tour de sorcellerie et nos constitutions. Ce qui est triste et lamentable. Je crois que nos États, on doit se réveiller. La jeunesse doit se réveiller pour faire comprendre en tout cas au chef d'État qui veut se pérenniser au pouvoir que non, il faut que ça s'arrête. Voilà, nous avons encore quelques petites minutes. Une dernière question peut-être valable pour nos deux invités. Il y a quelques semaines, ou bien quelques mois, on a célébré la semaine du détenu. Et devant cette situation, on a vu comment les prisonniers la vie qu'ils mènent dans ces prisons-là. Et l'autre fois, le ministre de la Justice a décidé d'organiser des séances d'audience pour pouvoir libérer certains détenus. Comment trouvez-vous ces séances d'audience extraordinaires qu'organise le ministère de la Justice, Paco? Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que à un moment donné, il faut désengorger les prisons. Mais il ne faudrait pas que, parce qu'on veut organiser ces séances-là pour pouvoir désengorger les prisons, que lorsque quelqu'un a commis un acte qui est tellement malsain, et donc, il a été clair que les criminels et autres seront gardés. Donc, je ne vois rien de mal dans tout cela, parce que vous savez, le problème des prisonniers est un problème récurrent. Chaque fois qu'on veut parler de la situation des détenus, c'est une situation déplorable. Donc, si il y a une initiative dans ce sens-là, c'est à saluer. Moi, je ne vois rien de surprenant ou
je ne peux pas aller à l'encontre à cette initiative. Loïc, comment trouvez-vous cette initiative du ministre de la Justice? Tout ce qui va dans le bon, tout ce qui est bon sens, en tout cas, doit être applaudi parce que de toute façon, qu'on le veut ou non, la prison déjà n'est pas une chose à souhaiter à quelqu'un. Et pire, la prison togolaise, quand tu fais un tour, tu en sais quelque chose et elle n'est pas à souhaiter. Vivement que, en tout cas, le ministre de la Justice, qui est le premier responsable du pays, puisse prendre à bas le corps comme ils sont en train de le faire, le problème de nos centres pénitentiaires, parce que, il faut le dire, c'est invivable. C'est invivable. Toute solution, petite soit-elle, est la bienvenue. Alors, on vous a assez compris, Loïc. Alors, merci d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Paco, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.